Bienvenue à votre édition du 4 décembre de l'émission Cette semaine dans Dautré, un résumé des activités, un résumé des événements que nous avons couverts durant la dernière semaine. Premièrement, on vous parle du CABA qui a dévoilé la somme, le montant ramassé lors de sa campagne de financement. Un montant record de 117 670 $ a été amassé pour subvenir aux besoins du CABA qui, on le sait, fait vraiment d'œuvres utiles dans l'isolement des personnes âgées, des services d'accompagnement, des services de papatroulangue. Donc, vraiment, c'est très important comme organisme dans la région. On vous parle aussi de Joe Monferrand qui était un pilote de cage avec la Maison des Cageux qui a inauguré une statue en son honneur, donc une statue de Joe Monferrand. La Maison des Cageux est située à Lanoret. Nous avons aussi rencontré Danielle Gauthier, une auteure de la région, qui a vécu l'expérience d'un ouragan de force 5, l'ouragan Dorian en 2019. Elle nous raconte dans un livre son expérience et elle s'est entretenue avec nous pour parler de ce livre. En terminant, bien, nous avons une entrevue avec l'imposteur culinaire, donc qui nous parle de cuisine keto, qui a sorti un livre de recettes pour le temps des fêtes, un fascicule très intéressant. À ce sujet, bien, on vous fait tirer 2 livres de recettes provenant de l'imposteur culinaire qui sont en offre ici gratuitement à CTRB. Ils vont être aussi autographiés par l'auteur. Le tirage aura lieu mardi en fin de journée. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Je suis éblouie de vous voir tous ici aujourd'hui. C'est magnifique, quelle belle salle. Bienvenue et merci d'être présents avec nous pour ce moment que nous attendons tous depuis si longtemps. En fait, depuis l'automne 2021, déjà un an, Tourisme Lanaudière, avec l'appui de la Chaire de tourisme Transat, a entrepris une large démarche de planification stratégique. L'ambition était très grande. Doter la région d'une vision, de quelques axes stratégiques, d'orientation et d'actions concrètes qui permettraient à la région de Lanaudière, notre région, de transformer son immense potentiel touristique en richesse. Une richesse ancrée sur des principes de développement durable obtenus avec grand respect envers notre environnement et nos populations, qu'elles soient urbaines, rurales ou villageoises. Un an plus tard, on peut dire mission accomplie. Plus de 1000 personnes ont été consultées. De nombreuses analyses et études ont été réalisées. Nous avons un diagnostic étoffé. Nous avons tenu un sommet ayant réuni plus de 150 participants en mai dernier. Des échanges riches et porteur et surtout un enthousiasme communicateur qui constitue probablement la plus grande clé de cette démarche. Pour réaliser évidemment toute cette démarche, il a fallu une équipe, de l'expertise et surtout des individus engagés et convaincus de la force de la concertation. Permettez-moi de prendre le temps de vous en nommer quelques-uns ici. La liste est quand même longue, mais elle vaut la peine d'être entendue au complet. Alors, de l'équipe de la chaire en tourisme transat, de l'École des sciences et de la gestion de l'UQAM, les principales ressources impliquées sont Kate Germain, Claudine Barry, Stéphanie Massé et toute l'équipe qui a collaboré à différentes étapes. Vous aurez tantôt l'occasion de rencontrer en personne Kate et Claudine. De l'équipe de tourisme Lanaudière, Aurélia Hédreux, Hélène Desjardins, Denis Brochu, Jason Saunders et toute l'équipe qui a collaboré notamment à l'organisation des événements, dont celui d'aujourd'hui. Les membres du comité de suivi qui se sont réunis à plusieurs reprises pour peaufiner les écrits, apporter des ajustements. Michel Beauregard, de Récréo-Tourisme Repentigny, Pascal Coutu de la Courgerie, Catherine Rousseau du Château Joliette, Benoît Gagné du Musée Louis Cyr, Sylvie Villeneuve de la municipalité de Saint-Donat, France Chapdelaine de la Chambre de commerce de la Haute-Matalonie,
Patrick Mohar de Tourisme Manawan, et bien sûr aussi tous les membres du conseil d'administration et tous les membres de la table de concertation, d'orientation, qui ont aussi participé à certaines validations. Alors, au nom du conseil d'administration de Tourisme Lanaudière, c'est avec une immense joie que je vous remercie d'être présents pour le dévoilement du plan de développement touristique de Lanaudière 2023-2030. Ce plan, ce n'est pas seulement le plan d'une association touristique, c'est celui de toute une région et de ses acteurs socio-économiques qui choisissent résolument le tourisme, non seulement comme outil de développement économique, mais aussi comme générateur de vitalité sociale et comme vecteur d'évolution en matière de bonnes pratiques environnementales. C'est des beaux mots, ça. Wow! Même moi, je m'impressionne. Oui, ce plan est ambitieux. Tout reste à faire pour atteindre la cible. Je vous invite à vous projeter avec nous dans cette belle aventure et surtout à bien identifier là où les actions à partir desquelles vous pourrez contribuer, vous aussi, à la concrétisation de cette vision d'avenir. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dévoilement, puis à la prochaine, j'ai hâte d'en rediscuter avec vous. Bon après-midi. On se disait, bonjour Kate, bonjour Claudine. Bonjour. On se disait, tantôt, on est rentré sur scène, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a présenté à peu près la même chose à la table d'orientation, mais on était moins nerveux. On n'est pas habitué d'être sur une scène comme ça, hein, dans une salle de conférence. On est habitué, mais ici, on est impressionné. Moi, je veux vous dire à quel point je suis heureux, content de voir votre présence ici aujourd'hui parce que ça fait un an qu'avec chacun de vous, dans différentes étapes de ce processus-là, on travaille à élaborer ce plan-là. Puis avant qu'on vous le présente, je sais que vous avez hâte, là, mais avant, j'ai envie de vous demander, Kate, Claudine, comment vous avez vécu ça, ce processus-là avec nous autres, vous qui arriviez là, de la recherche, du milieu universitaire, puis qui êtes embarqué à pieds joints avec nous autres dans ce processus-là? Je commence? Moi, en fait, j'ai adoré la démarche. C'était vraiment une belle aventure dans la dernière année. On a vraiment, je trouve, en fait, moi, ce que je retiens, là, c'est l'investissement et l'engagement de toute l'industrie. Agathe l'a dit, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été consultées. Et dès le début, là, à l'automne, durant les consultations, on les voit ici, là, il y a eu plusieurs consultations. On a rencontré des gens vraiment très généreux de leur temps. Vous nous avez partagé vos expertises, vos connaissances. Puis nous, on a essayé d'accumuler ça, de synthétiser, de réfléchir à ça pour avoir vraiment un plan qui est adapté à votre réalité touristique. On espère qu'on l'a réussi. Et ce que je retiens, c'est vraiment aussi, je dois souligner le travail d'équipe exemplaire là, lorsque Denis, on a commencé, on a dit on travaille vraiment en équipe, on est une équipe, on n'est pas seulement, on n'est pas des fournisseurs, on ne travaille pas chacun de notre côté, puis je pense que ça, c'était vraiment réussi. Claudine et moi, on est sur la scène aujourd'hui, mais il y a 8 professionnels de recherche qui ont travailler à la stratégie touristique, à la charte de tourisme, que ce soit sur les sondages, la rédaction, les réflexions, puis on a eu énormément de réflexions entre nous. Là, je tiens à souligner toutes les discussions qu'on a eues avec Hélène, Jason, Aurélia et toi, Denis. Donc, moi, j'en sors grandi. C'était une super aventure et donc c'était beaucoup d'apprentissage et on a développé des belles relations avec l'industrie touristique de Lanaudière. Oui, tout à fait. De mon côté, moi, j'ai découvert un territoire d'un autre œil, hein, parce que je le connaissais un peu comme touriste. Mais là, on l'a découvert de l'autre côté. Il y a un peu plus d'un an, on montait à Manawan pour notre première rencontre, notre premier atelier. Puis après ça, on s'est déplacé dans la région, au sud, à l'est, à l'ouest. On a fait des belles rencontres, on a rencontré plein de gens. Donc, ça a été vraiment très enrichissant, tous les points de vue. Autre chose, c'est qu'à la chaire, en effet, on fait de la recherche, on fait beaucoup de veille on observe ce qui se fait de bien ailleurs dans le monde. On fait des accompagnements sporadiques avec des organisations et tout ça, mais là, ce projet-là était vraiment une immersion d'un an dans une région touristique, en tout cas dans
un processus de réflexion sur de quelle façon la région souhaitait se développer. Donc, on a vraiment on a rencontré plein de gens, on les a rencontrés, on les a rencontrés à nouveau à travers les différentes consultations, ce qui fait que, on a développé un attachement à cette région-là, on a développé un attachement avec les acteurs touristiques. Et c'est sûr que les prochaines fois que je vais venir dans la région comme touriste, je vais avoir un regard différent, un regard certainement plus investi dans l'évolution de la destination. Donc, vous faites partie de l'équipe un petit peu maintenant. Merci beaucoup, Mme Tellier. Écoutez, j'avais mes feuilles, vous commencez à me connaître, puis je ne les prendrai pas encore parce que je les ai eues à la dernière seconde, ça fait que ça ne me sera pas d'une grande utilité. Écoutez, effectivement, Mme Tellier vous a donné un peu un aperçu de ce qui va vous être dévoilé tout à l'heure. Je reviens encore sur le fait que j'ai eu la chance de me faire demander d'être président d'honneur pour la campagne de cette année, pour l'année 2022. Puis je vais vous dire, c'était un oui d'emblée. Les administrateurs de notre caisse étaient très heureux aussi de la possibilité qu'on nous donnait de pouvoir participer puis de pouvoir œuvrer avec les différents partenaires à aller chercher puis à dépasser l'objectif. Mais avant toute chose, je vous dirais que c'est une machine qui est tellement bien rodée. La machine de Pierrot, son équipe, de tous les bénévoles, de ses ambassadeurs, Mme Paquet, Christian, je dirais pas Bautista, c'est ça, Christian Bautista. Et de M. Chartier, de M. Germain Chartier. Écoutez, c'est vraiment plaisant de faire équipe avec ces gens-là parce que moi, je le connais, le montant, puis j'ai pas ma petite assiette, ils n'ont pas voulu me la donner, ça aurait été facile. Mais c'est vraiment plaisant. C'est plaisant, puis je veux juste vous ramener pourquoi. Parce que c'est pas une année facile. Hein? C'est le début probablement de difficultés financières assez importantes que la population va vivre. Et juste à titre d'information, la semaine passée, Desjardins, dans la communauté de Dautré, faisait collecte pour faire une action bénévole sur notre côté aussi, puis aller chercher la guignolée de la caisse. On va appeler ça de cette façon-là. Puis, on a un beau succès, mais notre succès il se compte en pourcentage de l'année 2019, qui était la dernière année avant la pandémie qui nous a empêchés de le faire par les années suivantes. Et on se rend compte que la population est essoufflée, la population a besoin d'aide. Donc, prend de là toute l'importance du CABA. Par sa popote roulante, par ses prix modiques au niveau des repas, mais aussi nos aînés qui sont à motricité restreinte, qui ont peut-être la seule sortie qu'ils vont avoir dans la semaine ou dans le mois. Ça va être avec un bénévole du CABA pour pouvoir aller prendre une prise de sang à l'hôpital. Pensez-y, là, c'est de la magie pour eux autres. Il y a peut-être plus de contact. Il y a une pauvreté aussi qui s'installe. Il y a un isolement social qui fait en sorte que quand je regarde les bienfaits puis que moi je connais le résultat, je peux vous dire que malgré le fait qu'on est je vous dirais qu'on est en récession, mais ce n'est pas annoncé, mais on va l'être techniquement, on l'est actuellement. Les gens ont de plus en plus faim, les gens c'est de plus en plus cher, ont de moins en moins d'argent, mais ceux qui ont donné, ils ont donné pas mal en grand nombre et ils ont donné de façon très généreuse. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils sont pas mal chanceux. Ils sont pas mal chanceux, en fait, ils sont pas mal chanceux de pouvoir avoir la chance de donner. Parce que je suis pas mal certain que ceux qui vont recevoir les bienfaits du CABA seraient peut-être bien contents de donner un 20 $ eux aussi, puis que les gens coutus de ce monde avec Desjardins puissent doubler leurs dons. Comme on a fait pour une grande quantité, mais je vais vous le dire, là, ça a été atteint très, très rapidement. Ce qu'on s'était fixé comme maximum, le 15 000 $, nous autres, au niveau de la caisse, ça a été atteint comme ça. Et ça vous prouve que les gens ont été très généreux, mais je pense que les gens sont très conscients des bénéfices actuellement du CABA. Donc, c'est pour ça que je vous dis merci à tous de ce qu'on va vous dévoiler tout à l'heure, mais merci, un grand merci. Je suis persuadé que vous allez être pas mal fiers, mais vous allez comprendre que ça continue, puis je suis pas mal certain que j'espère que ce qu'on atteint, ça ne sera pas le signe des demandes, parce que j'ai l'impression que les demandes vont continuer encore à grandir. Le 45 000 repas va devenir probablement encore plus élevé. Il va falloir comme Mme Tellier dit,
va falloir grossir les services, ça fait qu'ils vont avoir besoin d'argent. Ça fait que merci beaucoup au nom du CABA puis au nom de votre président d'honneur. Mais moi, je veux quand même préciser que le montant qu'on va dévoiler tantôt, c'est vraiment, ça dépend de la survie du CABA, des services en maintien à domicile que M. Fortier a précisé. On dépend vraiment de ça. J'ai jasé avec Christian tantôt, puis juste avec le service de la papa tournante, depuis la pandémie, on a doublé. On a presque doublé. Donc, puis ce que je dois vous assurer, puis il y a des membres du conseil d'administration ici, le fameux PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires qui vient du gouvernement du Québec, lui, il n'a pas doublé, je vous en assure. Donc, c'est important ce montant-là. Donc, Mme Paquet, Messieurs Fortier, Chartier et Bonilla Bautista. Donc, c'est un immense merci à tous. Vraiment, merci. C'est grâce à vous puis vos employés. Je tiens vraiment à le préciser. Puis on a monsieur ici, monsieur Éric Veilleux, oui, qui est là, qui travaille très fort avec Martine, avec les employés d'Hélène aussi. Je suis en lien avec Marie-Josée beaucoup. Donc, un énorme merci à tous vos employés. C'est grâce à vous que notre collecte de fonds 2022 va être une grande réussite. Les besoins sont nombreux, diversifiés, et tant que le CABA pourra compter sur des partenaires comme vous, dévoués, nous serons toujours présents pour répondre à ces nombreux besoins. Parce que les besoins sont là, il y a des bénévoles qui le constatent à chaque jour, il y a des bénévoles qui sont là cet après-midi. Bonjour à tous. C'est une belle journée. Préparez-vous. Le Père Noël est proche. Il me fait plaisir de vous accueillir au dévoilement de l'aboutissement des activités de financement du Centre d'action bénévole de Berthier, d'Autrey, pour l'année 2022. Vous serez de même à constater, une fois de plus, que ces résultats sont très impressionnants. Le terme impressionnant, on va s'en souvenir parce que tantôt, là, vous allez voir toute la puissance de ce mot-là. C'est vous qui allez le dire, par exemple. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication sans faille de nos généreux partenaires et de leurs équipes respectives. Monsieur Éric Fortier, de la Caisse des Jardins d'Autrey, Mme Hélène Paquet et M. Christian Bonilla Bautista. C'est bien dit, hein? Pas pire, hein? De la pharmacie Jean Coutu de Lavaltrie. Et M. Germain Chartier de notre pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Madame, Messieurs, c'est un honneur pour le CABA de pouvoir vous compter parmi ses amis. S'il vous plaît, acceptez tous les plus sincères remerciements et passez le mot à vos employés et associés. Vous faites une différence dans la vie des gens. Vous vous souvenez assurément de l'objectif modeste qui s'était donné l'équipe en début. On avait ça comme objectif initialement avant de commencer la campagne de fonds. Mais avec tous les efforts qui se sont faits, vous allez voir, on va avoir un résultat qu'on a dit impressionnant. Vous vous doutez bien que cet objectif sera largement dépassé grâce à la générosité du public et au dévouement de nos exceptionnels partenaires. Mais de combien? Ah là, vous l'avez écrit, hein? Oui. J'espère que vous avez gonflé parce que... Allons-nous battre... Est-ce qu'on va battre le record de l'année dernière? 105 000. On vous garde la surprise. Déjà, 105 000, c'était super, hein? On vous garde la surprise pour, dans quelques instants, avec Pierrot Lapierre et les partenaires qui auront le privilège de vous dévoiler le montant final. Mais auparavant, veuillez accueillir chaleureusement M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey et président d'honneur de la collecte de fonds 2022, qui viendra vous dire quelques mots. Et notez, Mesdames, Messieurs, que depuis des années, le financement offert par la Caisse de Dautrey est essentiel à la mission du CABA. Et je veux prendre quelques minutes pour souligner la présence de quelques membres du CA, dont M. Clermont, M. Daniel Bellumeur, Lucette, et... Les autres sont en transport, ils font du service...
Oui, bien, merci beaucoup, M. Chartier, M. Fortier, excusez-moi. Oui, c'est correct, c'est de retour de l'ascenseur. Tout d'abord, Hélène m'avait bien averti qu'on n'aurait pas le temps de se reposer là, avec la collecte de fonds du CABA. J'ai été vraiment surpris de voir l'engouement de la population. Donc, après avoir jasé avec Germain, je peux vous annoncer que c'est plus de 300 enveloppes de dons individuels qui ont été déposées dans nos 2 succursales. Donc, ça en fait vraiment beaucoup. Ça n'a pas été long pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, soit de doubler les dons jusqu'à 5 000 $ par pharmacie. Si bien qu'on a voulu bonifier, et c'est ainsi qu'on peut confirmer qu'ensemble, de la part des 2 Jean Coutu, c'est une contribution totale de 14 000 $ qui sera versée à la collecte de fonds du CABA. Je tiens à remercier la population d'être venue déposer leur enveloppe dans chacune de nos succursales et également nos équipes d'employés qui font un travail exceptionnel en embarquant avec nous depuis des années dans cette aventure de la collecte de fonds du CABA. N'est-ce pas, Hélène? Et oui, Christian. Nous sommes très bien entourés chez Jean Coutu. La contribution totale des 2 pharmacies s'élève donc à 14 000 cette année. Mais vous nous connaissez bien. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même des amis. Alors, on a des amis partenaires d'affaires avec qui commencent à nous connaître et qui savent qu'on envoie un petit courriel au mois de septembre quand la collecte est lancée et qui sont aussi là pour être des partenaires de cœur eux aussi et contribuer. Ils s'en attendent, ils connaissent la cause et ils sont très fiers et heureux de contribuer et de s'investir avec le CABA. Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que ces partenaires ont versé cette année une cagnotte de 24 000 $ pour épauler le Centre d'action bénévole d'Autrey. Comme nous, ils croient à la mission et aux valeurs du CABA. Alors, je tiens sincèrement à les remercier. D'ailleurs, il me semble que Germain a quelque chose à rajouter là-dessus. Depuis le début qu'il est tranquille, ce n'est pas son genre. Alors, il a sûrement une surprise à nous réserver. En fait, je viens de me faire coincer. Vous savez, les pharmaciens, nous autres, on a compté des pilules dans notre vie, c'est bien sûr. Je suis rendu à quelques millions en passant. Mais bon, non, mais sérieusement, j'aime ça les mathématiques. Puis nous autres, ce qu'on a fait, c'est que dans les pharmacies, on a doublé les dons. Puis là, avec notre partenaire de la Caisse, c'est comme si on avait triplé les dons. Mais pourquoi qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour quadrupler les dons? Il me semble que ça aurait été le fun. Wow, il ne faudrait pas un autre partenaire Ouais. Puis là, je me suis gratté la tête. Puis là, je me suis dit, y a-t-il quelque chose à faire? Mais vous savez que maintenant, Jean Coutu, on fait partie d'un partenaire, un plus grand partenaire, une grande famille, Métro. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a cogné à la porte de Métro. Et Métro, il a dit, wow, c'est bien le fun, vous encouragez les gens locaux, vous avez toutes les bonnes actions que le CABA fait. Donc, il dit, on va doubler ce que vous allez donner, vous et madame. Et nous ensemble, donc on a donné 14 000 et ils ont doublé de 14 000 supplémentaires. Donc, c'est bien le fun. Madame Tellier, on va commencer avec Madame Tellier. 0. Ça commence fort. Ça commence. Ça reste peu. 6. 7. C'est important, lui. Alors, Joe Montferrand, un pilote de cage. Alors, vous dire pourquoi apporter une sculpture de Joe Montferrand à Lanoraie. Lanoraie est un village important de navigateurs. Il y a des navigateurs, donc, encore aujourd'hui, qui viennent de Lanoraie. Et pour nous, ça devenait, ça fait sens, c'est naturel. Le fleuve est vraiment, on sent le fleuve quand on arrive à Lanoraie. Et oui, Joe Montferrand était connu comme étant un fameux, un légendaire bûcheron, mais dans les chantiers, il a fait sa marque de contremaître. Il est devenu maître de cage, évidemment cageux, mais maître de cage. Donc, c'était pas tout le monde qui devenait maître de cage. C'est un peu une hiérarchie. Hein? Donc, sur les fameuses cages, les fameux trains de bois, Joe Montferrand pouvait piloter, je vous dirais,
guider, diriger 80 à 100 cageux sur les trains de bois. Donc, c'est vous dire que c'est un petit village. Pendant 2 mois, ils cohabitaient sur un espace de 500 mètres de long par 60 mètres de large. Donc, c'est quand même assez gros quand on connaît aujourd'hui les fameux transatlantiques qui passent sur le fleuve. Là, c'est quand même assez gros. Hein? Même aujourd'hui, un train de bois, on s'arrêterait près du rivage pour l'observer. Donc, vous dire que la sculpture, c'est Josh Dagg qui l'a fait. Donc, un artiste qui vient du Haut-Outaouais, qui sculpte le pain blanc depuis plusieurs années. On l'a suivi, on le connaît bien. Et je vais vous dire, il arrive un peu au sommet de son art pour arriver à faire une sculpture d'un personnage humain. Excuse-moi Isabelle, avec une scie mécanique. En fait, il y a vraiment différentes grosseurs de scie mécanique et d'une habileté. Ouais. Donc, c'est lui qu'on voit au centre. Donc, il est parti d'un tronc. Et vous voyez à droite, vraiment, il a commencé à dégrossir la sculpture. Donc, vous dire, le deuxième élément, Joe Montferrand est né en 1802. Il est décédé en 1864. Donc, vous donnez un peu l'époque où il a vécu. L'époque politique, donc 4 ans après, quand il y avait ce petit bout de chou avec 4 ans, on parle du blocus de Napoléon, 1806. Il va y avoir le premier train de bois qui va être mis à l'eau qui s'appelle le Colombo. Si vous voyez la sculpture en avant de la maison où on voit le fameux Colombo 1806, c'est rattaché au premier train de bois mis à l'eau par Philemon Wright en Outaouais pour aller jusqu'à Québec. Et donc, la Noret est vraiment un lieu de passage incontournable. Toutes les cages vont passer à la hauteur de la Noret. Donc, dans le contexte politique, il faut comprendre que Joe va être au cœur d'une époque très troublée avec la guerre des Patriotes. Donc, on va retrouver souvent la ceinture fléchée autour de, quand on illustre Joe Montferrand. Donc, ça, c'est un élément important. Quand vous regardez à droite, près de Capitaine Gagnon, à l'eau, vous allez voir une gravure qui est publiée dans le livre de Jules Verne. Vous voyez un personnage avec le chapeau phrygien qui est rouge, mais c'est vraiment un chapeau typiquement des Patriotes avec la ceinture fléchée. Et donc, Joe Montferrand va connaître cette époque-là et ça va être un héros populaire, des chants, on va créer des légendes, des histoires autour de Joe. Son premier exploit remonte à l'âge de 16 ans. Mais le patriotisme, c'est à coup de bras, hein, c'est à coup de muscle à l'époque. Donc, Joe Montferrand, une de ses marques de commerce, c'est mettre son pied au plafond. Et donc, dans la Maison des Cageux, on a sa marque. Peut-être est-ce une légende, mais en tout cas, son pied, il est assez grand. Hein. C'est un personnage qui avait 6 pieds 4, donc c'est un molosse. Et donc, on va voir aujourd'hui une sculpture qui est grandeur nature. Donc, ça représente notre colosse de Joe Montferrand. Donc, on est... je serais prête à te donner la parole, Alexandre. Je voudrais souligner qu'Alexandre va nous partager un poème sur Joe Montferrand. Et Alexandre, on a eu la heureuse surprise. Il a été récipiendaire d'un prix avec la MRC de Dautré, un prix littéraire, donc le premier prix de poésie. Et aujourd'hui, il va nous livrer un deuxième, c'est pas le même poème qui a reçu le prix, mais il va nous faire découvrir un poème sur Joe Montferrand. Donc, Joe Montferrand l'a inspiré. Ce que je propose, c'est qu'il y a 6 strophes. Je lirai la première et la 6e. Et j'aimerais, à haute voix, là, on n'a pas besoin de micro, que j'ai 4 personnes qui pourraient en lire les petites strophes. Oui, bon, on va donner la deuxième.
Bon. Car on va faire ça ici, comme ça va être plus convivial. Je commence. C'est plus grand que nature. Homme fort, plus grand que nature, les légendes alimentent l'héritage de ses pâtures. Juché sur le Cap Diamant, on retrouve la mémoire de ce Joe Montferrand au sommet de sa gloire. Et le deuxième. Revenu de son exode, ce mythique géant de Rhodes et de ces Ulysses auxquels le peuple veut s'identifier sont le flambeau de notre fierté. Protecteur, maître pilote de cage, homme de roi, Joe nous fait encore vibrer de par ses exploits, de l'Outaouais à la Noret, en descendant vers Québec. Lieu d'arrivée qui devient la Mecque du bois équarri en attente du départ, glorifiant le tissu social de son étendard. Ces immigrants aux forêts déracinées sont embarqués. De navires en construction sont transformés, parcourant les océans au-delà des 7 mers, touchant à jamais de nouvelles frontières. Joe Montferrand est la toile de fond, faisant le lien avec cette mondialisation, devient l'ancrage de notre histoire, représentant de tout espoir. Joe Montferrand, royal et vaillant, est ce symbole phare où nous nous enracinons dans un pays où tout semble possible et défriche à ce jour les rives de l'impossible. En compagnie de Mathieu Maurice, alias l'imposteur culinaire. Bonjour Mathieu. Salut. Bienvenue de venir dans nos studios. Tu as décidé de faire un livre, une revue des fêtes, des recettes des fêtes. C'est parce que là, tu dis les parties commencent. C'est quoi ta motivation? Bien, les parties recommencent, puis en plus, on a eu beaucoup de demandes de faire un livre qui était en alimentation keto sur les fêtes. On a décidé cette année, vu qu'on avait un peu de temps pour le faire, on s'est pris d'avance, on a décidé de sortir les classiques des fêtes. Comme on est habitué de voir le ragoût de boule de pâte de cochon, les tortillères, les cipottes, la dinde, et puis on a amené des potages, on a amené des desserts. On a revisité les classiques du temps des fêtes, on les a amenés en version keto pour que les gens qui mangent dans cette alimentation-là peuvent y retrouver leur... Puis pour tout le monde. Ben oui, c'est pour tout le monde. Je regarde tes recettes, là, je regarde ici lignée 2, bacon avec du... Tout le monde va le manger, là. Oui, absolument. Nous, on essaie d'amener l'alimentation. Pas marqué keto en arrière. Puis, même les recettes que tu montres, il faut savoir qu'il y a eu une notion en arrière comme ça, parce que je le présenterai à ma famille, il n'y a aucune idée de qu'est-ce que ça vient. Là. Non, mais c'est un peu l'idée de base de l'imposteur culinaire. Dans tous les livres de recettes ou les magazines qu'on fait, on veut amener les gens à ne pas voir que c'est une alimentation différente. On veut amener les gens à cuisiner autrement, à cuisiner nos recettes, à essayer des nouvelles choses des fois, puis pas nécessairement dire « Ah, c'est keto, moi, je touche pas à ça ». Alors, c'est pour ça que lorsqu'on voit les images, lorsqu'on voit les ingrédients, on utilise des substituts dans certaines recettes pour amener les gens à dire « OK, on ne mange pas de patates, on ne mange pas de pâtes, mais on va manger du navet, on va manger du rutabaga, on va manger du céleri rave ». Fait qu'on vient juste faire des substituts qui font en sorte que maintenant c'est keto, alors il y a moins de glucides et puis il y a plus un petit peu de gras. Des fois, on va travailler avec la crème 35% avec de l'huile ou du beurre, mais c'est à peu près la seule différence. L'origine de ces recettes-là, c'est toi qui travailles ça dans un laboratoire, tu me disais avec un chef. Donc, tu t'installes un matin et tu te dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple, comme ce livre de recettes-là? Tu te dis, bon, si on veut repenser à des mini tourtières, tu t'es installé, tu as pris le modèle, le goût original, puis comment qu'on peut le transformer, c'est comme ça que tu travailles? C'est comme ça qu'on fonctionne. On a une cuisine studio, c'est là qu'on travaille. Je travaille avec ma chef qui, elle, a fait les THQ, qui a fait des grands restaurants. Fait avec les deux, avec les idées, qu'est-ce qu'on a le goût de manger en ce moment? On a déjà des recettes qu'on a dans le site web, qu'on vient ramener un peu, qu'on vient modifier, qu'on vient mettre à la sauce imposteur culinaire, puis qu'on met dans les magazines. On ne réinvente pas la roue nécessairement, dans le sens qu'une tourtière, c'est une tourtière. Nous, on vient juste travailler une pâte qui est différente avec la farine d'amande ou avec du fromage à l'intérieur de la pâte pour venir donner à peu près la même texture. Fait qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a le goût de manger en ce moment? Qu'est-ce qui fonctionnerait bien? Qu'est-ce que les gens ont le goût par rapport à ce qu'on entend dans la communauté des imposteurs? Le groupe, même la page Facebook, parce que les gens ils viennent partager leur idée, puis ils viennent nous demander
des demandes spéciales. Fait qu'on on les prend, on les analyse, puis on les utilise après, puis on les transforme en keto, puis on les met dans nos livres ou magazines. C'est ça. On parlait justement après l'entrevue, quand on se parlait toutes les deux, tu me disais que justement, tu es en train d'élargir ton bassin, tes choses. Il y a plein de choses. Tu fais des conférences dans les écoles, tu es en train de faire tu fais des livres de recettes, tu fais ton Facebook, et aussi on peut faire venir l'imposteur à la maison. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça peut être un beau cadeau, une belle gang qui peuvent se payer quelque chose comme ça. C'est vraiment le fun, hein? Ça donne une autre diversité à mon projet présentement. Puis j'avais le goût d'en faire parce que c'est quand même des belles soirées, en fait. Si je me déplace partout au Québec, il y a des forfaits minimum. On peut contacter sur info@impostorculinaire.com pour avoir plus d'informations. Je vais répondre au courriel, indépendamment de c'est où, dans quelle région, je vais vous répondre. Puis c'est vraiment des belles soirées. Les gens sont là pour avoir un party. On mange bien. C'est un 5-6 services. C'est toutes des recettes de l'imposteur culinaire. Puis souvent, je retrouve des non-keto. Puis en bout de ligne, ils sont complètement confondus parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont mangé keto toute la soirée, puis que c'était bon comme ça, puis qu'il n'y avait pas de sucre dans le dessert ou qu'il n'y avait pas de patates pilées, mais que c'est de la polenta chou-fleur à la place. Fait que je cuisine les recettes qui font partie des livres, je fais des corporatifs, je fais des chefs à domicile. C'est vraiment le fun. C'est un autre aspect que j'ai découvert, puis ça fait vraiment des belles soirées. Donc, tu es beaucoup dans la communication et tout. Parce que c'est très, très bien. Est-ce qu'on peut te demander, bon là, il y a le livre de recettes de Noël, mais te connaissant, tu es actif en janvier, février, déjà en train de penser à d'autres choses? Bien, on ne sait pas. On sait pas encore. Hein. On va analyser l'année prochaine à partir de janvier. En ce moment, on vient de lancer le tome 3 de l'imposteur culinaire qui est disponible depuis octobre un petit peu partout dans les librairies du Québec. Puis là, on vient de lancer le magazine. Fait que là, on est sur un nuage en ce moment. On vend les magazines, on vend les tomes 3. Les gens se préparent pour Noël, se préparent pour les fêtes. On va analyser en janvier c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'on a le goût de faire. C'est un petit peu comme ça que je vois la situation. J'ai-tu le goût de faire un autre relâche? J'ai-tu le goût de faire... Ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on se sent en janvier, qu'est-ce qu'on a le goût d'exploiter. Il y a encore plein de projets. Il y a toujours des projets, ça n'arrête jamais. En tout cas, on va te souhaiter une très belle carrière. Merci. Ça va très bien. Je pense que c'est parti d'une idée folle, puis tu es en train de la développer d'une façon magistrale. Ça va super bien. La réception des gens est absolument incroyable. C'est vraiment le fun. Je ne peux pas me plaindre. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment un beau projet. Bon, ben je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bye bye. On va parler d'un premier livre que vous avez écrit et on va parler un petit peu de votre expérience parce que c'est un petit peu, on pourrait dire, pas non habituel, mais beaucoup de personnes décident de changer de vie et vous avez suivi il y a quelques années votre conjoint pour aller vivre aux Bahamas. C'est ça on pourrait résumer un petit peu votre situation. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, généralement, je fais jamais rien comme les autres. C'est comme c'est. Et j'ai parti j'ai rencontré Chad en 2008 et on voyageait, je faisais juste des voyages aller-retour. En 2015, on a décidé de s'installer avec les enfants aux Bahamas. On habite les Bahamas. Les enfants de quel âge quand vous êtes partis? Quand j'ai rencontré Chad, il y avait 3 et 5 ans. Puis il était devenu à 2015, je sais pas. Il était l'âge exact. C'était déjà une fille. Là. OK. Donc, on part en famille, c'est ça. Donc, on part en famille, on s'en va s'installer aux Bahamas. On pense qu'on s'en va au paradis. Je ne sais pas si c'était ça votre première impression. On s'en va dans un pays qu'on idéalise. Là, on s'en va rester aux Bahamas, au Nassau et tout. Est-ce que c'était ça votre première idée quand vous partiez pour aller là? En fait, c'est qu'on avait voyagé beaucoup. On a fait beaucoup, quand vous allez lire dans l'île de Dorian, vous allez apprendre, on a voyagé beaucoup avant de s'installer aux Bahamas. On a eu la chance d'explorer plusieurs îles. On avait décidé, notre choix s'est arrêté sur les Bahamas pour l'école. L'école était un petit peu plus évoluée. La qualité de vie était meilleure. On était dans les Abacos. On est tombé tout simplement amoureux des Abacos. C'est un endroit qu'il faut visiter dans le monde, mais même après Dorian, il faut le visiter car c'est unique. C'est une expérience unique. Puis quand on parle de paradis, oui, c'est un paradis, puis ça l'est encore vivre dans les îles. C'est une expérience unique. Je suis vraiment devenue une insulaire. J'adore. Sauf que, justement, votre livre, Dans l'œil de Dorian, vous a fait vivre une expérience que
Ici, on vit des tempêtes de neige, du verglas, on a des températures qui sont peut-être extrêmes, mais jamais extrêmes comme un ouragan. Normal, je ne sais pas, on regarde ça de loin quand on regarde les avis météo et tout ça, ouragan. Mais là, vous étiez dans le cœur, vous avez eu, je ne veux pas dire le mot subir, mais vous avez eu à vivre un ouragan. C'était quand vous marquez dans votre livre, on ne pensait jamais faire des nouvelles, puis il y a une famille qui essayait de sortir de l'eau, parce qu'on regarde votre première page. Quand on nous annonce un ouragan, j'imagine quand tu n'es pas local, on pourrait dire le terme, est-ce qu'on a la même attitude que les personnes qui étaient locales quand c'est arrivé en se disant « oui, ça y est, ça va frapper » ou vous aviez je ne dirais pas bonne enfant, mais plus optimiste, ça va frapper, mais on va s'en sortir? Bien, ce que vous allez apprendre dans le livre de Dorian, justement, j'en parle beaucoup, il y a un chapitre, j'ai dédié un chapitre parce que c'est quand même, c'est justement les gens, souvent au Québec, j'ai des questions comme ça, mais qu'est-ce qui fait les ouragans et tout ça? Donc, j'ai dédié un chapitre à les expériences des ouragans. En fait, on n'en a pas eu juste une. On a expérimenté plusieurs ouragans déjà. On était déjà, on connaît l'expérience des ouragans. On se prépare bien, on se prépare du mieux qu'on peut. Je vais dire, comme plusieurs ont dit, personne n'était prêt à un Dorian. Personne. Il faut comprendre que l'ouragan Dorian, peut-être que ça va être un événement qu'on ne verra plus. C'était toutes les conditions étaient prêtes à ce que ça n'allait pas bien. Puis, normalement, c'est qu'on le sait, qu'est-ce qui est le fun avec les ouragans, c'est que tu peux, je dis le fun, mais qu'est-ce qui est pratique plutôt, c'est, on peut voir, on peut savoir à l'avance. Généralement, tu as du temps de préparer. On partait avec les enfants. OK, bien là, est-ce qu'on reste? On ne reste pas. On a toujours eu des plans. Après catégorie 3, on s'en va. OK, on a toujours eu des plans. Bon, Dorian n'a rien eu des autres ouragans. Et dans le livre, vous allez découvrir là, pourquoi on est resté. Qu'est-ce qui a fait que la famille est restée aussi cette fois-ci. Et on n'avait jamais... J'ai un ami qui a vécu Irma, qui est une catégorie 5. Chad avait expérimenté des catégories 4. On a toujours eu... Puis on vit avec ça. Tu découvres n'importe quelle île que vous allez en voyage, parlez aux gens, demandez quel ouragan. Vous allez savoir, parler avec les habitants, vous allez savoir parce que les ouragans viennent... Des fois, on entend parler de Floyd des années plus tard. C'est toujours... Ça reste parce que chaque ouragan vient laisser sa trace sur une île. Est-ce qu'on pourrait comparer ça, nous autres, à nos tempêtes du siècle, qu'on a eu des 50 cm, des choses comme ça, ça reste imprégné dans notre mémoire? Effectivement, j'entends encore mes parents me parler de la tempête du siècle. C'est quelque chose, oui, mais Dorian était plus que ça. Parce que Dorian, normalement, moi, j'avais jamais entendu là, des morts, des centaines de morts. Là. On a eu une onde de marée, comme une grande vague, de 23 pieds. Ah mon Dieu! C'était pas attendu. Donc, si on m'avait dit qu'est-ce qui se passait à Dorian, c'est sûr qu'on ne serait pas resté. Mais les nouvelles ont fait que du jour, on s'est couché, le lendemain, c'était « wow, OK, on était rendu complètement une autre étape. » Donc, maintenant, je vous dirais que ma maison est beaucoup plus haute. On a déménagé, puis quand on a déménagé, l'agent immobilier était un petit peu... parce qu'on voyait des choses que les gens ne voient pas. Fait qu'on était comme, OK, on veut être où, ça. Maintenant, on sait plus à quoi s'attendre. Puis bon, ben, la saison des ouragans, quand tu décides d'être un insulaire, ben, regardez les gens en Floride, dernièrement, ils ont été très touchés. Ouais. Mais ça fait partie du choix de vie. Si tu veux pas d'ouragan, ben, comme si tu veux pas de neige, tu vas pas au Québec. Oui, je comprends. Mais c'est un peu ça. C'est un peu mais, ça. Je dirais qu'à un certain sens, vous êtes très résiliente, parce qu'après avoir vécu ça, vous avez décidé de rester. Je suis en train de vous parler justement de déménager. Et là, maintenant, vous vous impliquez beaucoup dans la communauté au niveau au niveau de l'assaut, ouais. Au niveau des choses. C'était une prise de conscience, c'est venu naturellement en disant,
cette population-là, moi j'ai une expertise, je suis en forme, je suis là, je suis capable d'aider et je vais les aider à se relever, là. Oui. Ben, en fait, c'est spécial la vie, c'est que moi, le mot résilient, je l'avais jamais. Moi, je me mets en action. Ça va pas bien, je me mets en action. Tu sais, c'est comme on passe. Je suis une fille d'action. J'aime ça bouger, j'aime ça raconter des histoires, j'aime ça. Donc, le mot résilience revient beaucoup depuis la sortie du livre. Puis, j'ai comme fait, quelqu'un qui m'a écrit dernièrement qui me dit, je viens de finir ton livre, Daniel, puis moi, je l'ai donné à quelqu'un, j'ai offert en cadeau à quelqu'un que sa fille vient d'avoir un cancer des ganglions. Elle dit, ton livre, t'es une résiliente. Elle dit, puis ça montre, puis c'est la première fois, puis après ça, j'ai reçu d'autres messages, puis ça me touche parce que, premièrement, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Moi, j'ai écrit un livre, j'aime raconter des histoires depuis toujours. J'ai écrit un livre, mais de savoir que les gens, mon expérience peut toucher les gens pour dire, t'es une résiliente, toi, puis tu donnes, tu sais, j'aime ça parce que tu peux inspirer. Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est vraiment une surprise, là, que, tu sais, je sais que j'aime ça. Moi, j'aime ça parler, là, je parle beaucoup. Mais c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, que les gens peuvent dire, hey, t'es inspirante dans le sens que quand il y a un problème, ben, tu trouves toujours, tu fonces, tu restes pas. Fait que j'ai trouvé ça touchant. Les commentaires que j'ai dernièrement me touchent beaucoup. Parce que c'était pas le but premier. Quand je l'ai écrit, moi, je me raconter. Puis j'ai dit, ben, cette histoire-là, je vais la raconter. Parce que. Oui, pourquoi? Pourquoi on a décidé d'écrire une exutoire pour expliquer aux gens? C'était pour parler à votre famille en disant, regarde, c'est ça, j'ai vécu, puis je vous le raconte pour la mémoire? Non. En fait, écrire un livre a toujours fait partie de. J'ai toujours voulu écrire un livre. Un to-do list. C'était un to-do list, exactement, parce que moi, comme je disais, je raconte des histoires. Puis on peut être en bateau avec mes amis, puis je vais dire, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce petit bateau. Oui. Puis on fait toujours des blagues parce que j'aime raconter des histoires, les animaux, maintenant je fais le bénévolat avec les animaux, puis j'aime ça, puis on parle des histoires qu'ils ont vécues. Donc, ça fait partie de moi raconter des histoires. Mais quand on est parti, des fois, quand je parle avec les gens, on dit, ton histoire est incroyable, là, partir comme ça avec les enfants, puis explorer les îles, puis des moments magiques là, dans les îles, on en a. Ça n'a pas de fin. Pour qu'on puisse décider que la saison des ouragans, c'est rien versus ce qu'on vit, la vie dans les îles, je l'adore. C'est comme... Oui. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, il est arrivé quelque chose dans l'ouragan qui a fait que dire, ben, ce rêve-là, Daniel, que tu avais de toujours dire, oh, il faudrait écrire un peu sur notre vie. Je pensais aussi l'écrire. Moi, je suis une ancienne agente du service correctionnel. Donc, des histoires de prison, on en a aussi. Fait que moi, je m'enlignais beaucoup plus sur ça, faire une histoire, un livre, un roman sur les histoires de prison. Dorian est venu changer. On a commencé par Dorian, puis probablement que les petites histoires de prison vont arriver. C'était ça, là. Donc, j'adore les livres d'enfants. J'ai toujours été fascinée par les livres d'enfants. Donc, c'est un beau projet, mais cette fois-ci en anglais que j'aimerais faire. Avec les animaux des petits rescapés qu'on a au zoo, parce qu'on a toutes sortes d'histoires, là. Ça part du perroquet qui a survécu à un écrasement d'avion, de drug dealer qui était le tête, au petit rescapé Timou, qui est un perroquet, un gris d'Afrique qui a survécu tout seul à l'ouragan Dorian. Donc, chaque petit animal qui arrive, ils ont leur propre histoire, puis ça me fait du bien de leur faire du bien aussi, puis d'aider les gens où j'ai aidé beaucoup avec les chatons. Ils ont beaucoup, là-bas au Bahamas, la stérilisation n'est pas obligatoire, donc ils ont beaucoup de chats et chiens errants. De poules donc, aussi? Pardon? De poules aussi? De coqs, de poules, oui. Un petit peu. Mais c'est ça, fait que c'est tout d'aider les baleiniers, d'aider aussi d'aider les animaux. Ben c'est ma part aussi dans la
dans la communauté. Puis nous, c'est une des raisons qu'on était revenus après Dorian. On se disait, tu t'en vas vivre comme expat, hein, parce que ça, c'est un volet aussi qu'on parle dans le livre, là, que je parle, parce que je me fais souvent poser des questions. C'est quoi un expat? Puis fait qu'on parle beaucoup d'expats. Pourquoi les expats, ils décident de partir, là, comme ça, toi, partir comme ça, là, puis aller vivre dans un autre pays. Donc, c'est un volet que j'aime apporter aux gens, de faire comprendre c'est quoi les expats, pourquoi que les expats. Puis on a des expats qui vont être là 1 an, il y en a qui vont... C'est un petit monde, on se retrouve à travers les îles, on se retrouve. Donc je voulais vraiment apporter le volet expat. Puis c'est ce que j'allais dire, c'est que tu vas dans une île, tu prends le paradis, hein, la plage, c'est beau, c'est les bateaux, les langoustes à profusion. Tu sais, c'est comme si la vie est belle. Mais je me disais, pourquoi que quand là, mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis baigniens, là, l'île est détruite, ils ont besoin d'aide, moi je vais repartir, puis, parce que ça avait été facile pour moi, là, avec le travail de mon conjoint, de partir, puis s'en aller sur une autre île ou déménager, tu sais. Puis moi, je vais partir, je vais quitter les Bahamas, puis je vais aller vivre Costa Rica, là. Tu sais, c'est comme, non, parce que c'est là qu'ils ont besoin de moi. C'est là que je me suis aperçue que je suis vraiment une insulaire. Oui, c'est ça. Je suis pas là juste pour profiter de la plage. Là, tu t'étais intégrée à la communauté puis tu trouvais ça dommage de les laisser partir. C'est ça que je comprends. Exactement. Fait que c'était clair pour nous. On a vécu presque 300 jours sans électricité. C'était quelque chose. Mais déjà, l'électricité est plus difficile. Là. À Nassau, je ne sais pas, mais il y a certaines îles que tu as juste certaines périodes de la journée pour être capable d'avoir de l'électricité, de produire ton eau potable. Tu sais, ça paraît bien, comme tu dis, quand tu arrives à Nassau, la zone touristique. Non, c'était bien. Non, c'était bien. Avant d'Orient, c'était très, très bien. Tout allait bien. Ça fonctionnait bien. Par contre, ça a été extrêmement difficile avant de la restauration. Même encore aujourd'hui, il y a certains coins où l'électricité, maintenant c'est rendu comme ça, in and out. L'électricité revient, repart, l'eau, des fois c'est intermittent. Il y a toujours des personnes qui vivent dans les tentes. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Dorian qui est vraiment touchant? Il y avait une très, très grande communauté d'illégaux. La plupart étaient des Haïtiens, OK? Ils vivaient dans un, on les appelle les petits shantytowns. Donc, c'était difficile parce que tu ne peux pas répertorier. Tu peux pas répertorier les morts parce qu'ils n'existaient pas. Il n'y a pas d'identité, moi je comprends. Il n'y avait pas d'identité. Ils étaient dans des petites maisons, ils ont décidé de rester là. Nous, on était dans... Notre maison était bien préparée, là. Mais eux, ils n'étaient pas bien préparés. Il y a eu beaucoup de morts encore aujourd'hui. Quand ils disent... Le décompte est probablement pas officiel. Pas réel. Oui, exactement. Nous, quand on y va encore comme touristes, on voit des spots, des endroits. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce que je me souviens d'avoir été dans des îles comme Tortola ou des choses comme ça, et tu voyais encore beaucoup de dévastation là, à cause des ouragans. Là. Ça a beaucoup disséminé certains commerces. Il y a beaucoup d'entreprises locales tenues par des locaux, là, des choses qu'eux autres s'en sont pas remis. Et tout ça, puis sûrement la pandémie n'a pas aidé non plus là, au niveau touristique. Est-ce qu'on voit encore comment je pourrais dire, des tâches, des endroits, des spots que tu dis oui, ça va rester comme ça, puis on a perdu, on a perdu des arbres, on a perdu de l'érosion des berges, de l'île, puis tout ça. Est-ce qu'on le voit encore beaucoup? Bon, ce qu'il faut se remettre en contexte, c'est que Dorian est un ouragan sans précédent. C'est pas une petite ouragan, c'est une ouragan catégorisée en fer. Donc, 3 ans plus tard, les traces sont toujours présentes. C'est omniprésent sur l'île, c'est omniprésent dans les eaux. Oui, le tourisme peut venir. Oui. Venez. Revenez. Par contre, c'est impossible de ne pas voir les traces de Dorian, même 3 ans plus tard. Toujours beaucoup de reconstruction encore, parce que c'était évalué à 3,4 milliards de dommages. Une maison sur 2 n'existe plus. Comme moi, je vais prendre un exemple dans notre communauté. La maison qui était
juste en face de notre canal, explosé par les tornades, parce que Dorian avait beaucoup de tornades. Donc, dans ma communauté, j'ai peut-être sur une trentaine de maisons, il y en a au moins 5-6 qui ont explosé complètement. Donc, c'est sûr que les gens ont pu soigner, puis certains avaient des assurances, certains non. Ça, c'est une autre question. Hein. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas d'assurance. Donc, ceux qui ont pu soigner ont pu reconstruire. On les voit encore. Là. Tout le monde travaille encore. Là. Toujours, tu vas à Baco, c'est des petites abeilles partout. Parce que, mais la gestion des déchets, on fait quoi avec toute cette destruction-là? On fait quoi? C'est quand l'île au complet est défaite, c'était comme une zone de guerre. Là. Est-ce qu'on voit les images? On sait qu'un édifice qui explose avec du ciment partout, mais c'était ça. Je vais en mettre, j'ai commencé une page Facebook, Daniel Gauthier, auteur, puis je vais mettre des vidéos que j'ai jamais mis encore, là, que j'ai jamais montré. Puis pour que les gens comprennent, là, c'est pas une puis tu sais, on va regarder les dommages comme de Yann en Floride dernièrement. Je vais le parallèle, parce que c'était quand même, tu sais, c'est quelque chose. Mais c'est rien de comparable encore à voir toutes les explosions, c'était vraiment... on se ramène qu'on est sur une île. Donc, on fait comment pour les sortir, les déchets? Ouais. On ne peut pas les envoyer. Comment on va gérer les milliers d'autos? On va gérer ça comment? Il y avait des autos partout. La destruction, le ciment, les déchets, les matériaux qui sont dangereux. On gère ça comment? C'est une crise. C'est une crise. Et là, maintenant, il n'y a plus d'endroit où habiter. Donc, le logement est devenu super cher. C'est comme si quelque chose de... parce qu'il n'y en a pas de maison. Fait que quand tu veux louer une maison ou acheter une maison, la valeur a augmenté. Fait que c'est tout ça. Mais c'est ça. Fait que oui, on revoit, là, les traces sont très, très présentes. Et on le voit dans la végétation. La végétation, 3 ans plus tard, n'est pas revenue parce qu'après Dorian, c'était complètement détruit. Là, on revoit revivre. C'est le fun. Il y a de la vie. C'est comme, je vais aux quelques mois maintenant à Baco. Puis c'est toujours un plaisir parce qu'il faut dire, à Baco, il y a une des plages, Treasure-Key, c'est une des plus belles. C'était le National Geographic qui était venu et l'avait considéré comme une des plus belles plages. Et moi, je suis d'accord avec ça, là, tu vois. Puis c'est tranquille, c'est la paix, c'est beau. Je me rappelle des journées, on était, il y avait à peu près 10 personnes sur la plage, puis t'es comme, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, fait que c'est ça, c'est d'apprendre. Tu vis, moi j'avais des dauphins dans le canal qui venaient à chaque matin, c'était comme, les tortues, c'est ça à Baco, c'est ça puis on a beaucoup de voiliers, puis il y en a beaucoup de Canadiens. Oui. Qui viennent aussi, puis on voit les petits drapeaux au Canada, puis là, Daniel, je suis toujours contente de ce bonjour. Oui, puis, mais aussi, j'en parle aussi dans le livre de Dorian, il y a une Canadienne qui est décédée pendant Dorian. C'est triste, parce que quand je regarde son histoire, je me dis, mon Dieu, ça aurait pu être la mienne. Fait que tu sais, c'est la chance, c'est ça, c'est de prendre la chance de dire, moi je suis ici, puis en plus, j'ai survécu à ça. Moi, je pense que chaque épreuve nous rend plus forts. Ouais. Et en plus, j'ai la chance d'écrire un livre et faire quelque chose que je voulais, que je me disais, mais le monsieur, le journaliste qui nous a filmé et qui m'a comme mis puis là, commencer des fausses histoires, des choses comme ça, ben là, tu te dis, attends un petit peu, je vais la raconter, mon histoire. Moi, j'aime ça raconter des histoires de toute façon. OK. Ouais.